Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition du journal télévisé de ProRussia.tv. Ce rendez-vous hebdomadaire en français vous présentera les actualités russes, françaises et internationales sous l'angle de la réinformation. Contrairement à une vision tronquée et manichéenne de l'information délivrée par les médias dominants, nous nous efforcerons de vous faire percevoir que la vérité n'est jamais tout entière du même côté. Au sommaire de cette édition, remaniement ministériel, si le changement c'est désir, alors surtout ne touchez plus à rien. Manuel Valls aime tellement les Français qu'il en fabrique à tour de bras. Ukraine, il n'y a plus d'état de droit à Kiev, la solution fédéraliste doit s'imposer très vite. Pour comprendre la problématique ukrainienne, suivez le gazoduc. Syrie, les USA, malades de leur puissance, veulent surarmer les djihadistes. Turquie, malgré la corruption et sa soumission atlantiste, Erdogan remporte les élections municipales. Côte d'Ivoire, après 3 ans d'usurpation du pouvoir, le pays attend le retour de son président légitime et enverrait bien Ouattara devant le TPI. Si le changement de Premier ministre n'a entraîné qu'un jeu de chaises musicales entre les ministres qui ont tous retrouvé une place à l'exception d'Hérault et de Payon, la nomination des secrétaires d'État témoigne encore mieux de la misère intellectuelle qui règne au PS. On passera tout de suite sur la promesse de François Hollande d'être à la tête d'une république exemplaire, aux ministres vierges de toute infraction et au casier judiciaire transparent. Difficile de faire table rase du passé, des affaires Urbain, Graco, Lucher, Mnef, Elf, Pella, Méry, Stop, la liste est trop longue, sans écarter la totalité peu ou prou des états-majors politiques. Si François Hollande avait été plus lucide, au lieu de réclamer un conseil de saint pour conseil des ministres, il aurait dû juste souhaiter de ne pas avoir affaire à une association de malfaiteurs. Pas facile de réclamer la moralisation de la vie politique quand on a soi-même une double vie fondée sur le mensonge et l'adultère. Prenons donc un exemple parmi ces nouveaux secrétaires d'État. Harlem Désir, nommé secrétaire d'État chargé des affaires européennes. En voilà déjà un qui illustre notre propos et qui est loin d'être blanc. Sa nomination ressemble plus à une exfiltration du PS qu'à une nomination promotion. En effet, la déroute du PS aux élections municipales, annonçant celle des élections européennes, le premier secrétaire du PS était dans la ligne de mire des éléphants. Mais faire d'Harlem Désir le chargé des affaires européennes alors qu'il est l'un des députés européens les plus absents de l'actuelle mandature 2009-2014 est une escroquerie morale de plus. Selon le site votewatch.ue, qui recense l'assiduité des parlementaires européens, il n'a pas assisté à la moitié des votes de l'Assemblée européenne et il est classé 752e député sur 766 au bas du tableau. Pourvu que son chauffeur sache où se trouve le Parlement, car lui serait sans doute incapable d'y retourner. Harlem Désir est l'archétype des escroqueries et des faux-semblants qui caractérisent le PS depuis les années 80. Fondateur de SOS Racisme, qui n'a été qu'une machine de guerre à diviser les Français. Il est coutumier des emplois fictifs qui ne sont que le comble des emplois aidés ou des emplois tremplins, si chers au PS et si coûteux pour le contribuable. Plusieurs fois condamné, il est aussi amnistié, un autre principe qui veut que les grands de ce monde soient responsables mais jamais coupables, et surtout au-dessus de ces lois qui ne concernent que les simples mortels. Systématiquement battu aux élections, il est néanmoins planqué au Conseil économique et social après avoir vagabondé sans idéal autre que son ego de SOS Racisme à Génération Écologie, au mouvement puis au PS. Pour être enfin élu député européen, il est imposé en tête de liste aux européennes de 2004, il est réélu en 2009 tout en ayant fait perdre 11% au PS en moins de 5 ans. Finalement, il est élu premier secrétaire du PS en 2012 au cours d'une élection interne qualifiée, tout comme le mode de désignation, d'obscur, voire de nord-coréen au sein même du PS. Harlem Désir représente donc à la perfection la fracture entre le pays légal qui impose ses pions et le pays réel qui, à chaque fois qu'il a pu se prononcer, a écarté cet homme jugé inutile, inefficace et à la moralité douteuse. Le comble de la nomination d'Harlem Désir au gouvernement est sans doute la nomination de Cambadélis à la tête du PS.
Qu'ont fait les militants PS sincères pour mériter une telle infamie? Ce n'est plus un CV, mais une chronique judiciaire. Fausses factures et emplois fictifs sont son pain quotidien dans les années 90-2000, où son nom apparaît dans les affaires Agos, une société gestionnaire de foyers de travailleurs immigrés, et de la MNEF, la mutuelle étudiante, qui soignait beaucoup mieux les édiles socialistes que les étudiants malades. Cambadélis a 2 titres de gloire. Être l'ami de Dominique Strauss-Kahn, et c'est aussi l'inventeur du concept d'harcèlement démocratique contre les réunions publiques du Front National. Derrière cet euphémisme se cache une politique systématique de guérilla urbaine contre les réunions légales et autorisées d'un parti politique visant à instaurer la peur chez les militants pouvant s'y rendre, à dévaster les centres-villes qui accueillent ces réunions, et cela en toute impunité, afin de favoriser l'interdiction préfectorale des réunions futures au nom d'un trouble à l'ordre public. C'est une politique de terreur antidémocratique et attentatoire à la liberté d'expression que Cambadélis a théorisée, mis en pratique notamment lors des élections régionales de 1994 et des élections européennes de 1997, où le centre-ville de Strasbourg a été dévasté lors de la tenue du congrès du Front National. L'année 2013 a vu ressurgir ces méthodes, notamment en Bretagne, contre les meetings de Marine Le Pen. Voilà la figure qui a été mise à la tête du PS, un corrompu adepte des méthodes musclées contre ses adversaires politiques. Si c'est là la seule réponse que le PS et le gouvernement ont à apporter aux Français, on peut être sûr que les prochaines échéances électorales se dérouleront entre le FN et l'UMP. Avec Manuel Valls, il y a la posture et il y a les faits. On pourrait dire qu'il y a d'un côté les mots qui servent à sa com et de l'autre les mots qu'il inflige à ce pays dont il n'est pas natif. La posture tout d'abord. 2009, maire d'Ivry. Il arpente un marché de sa ville sous l'œil des caméras et lance à son conseiller en communication, je cite, « Tu me mets quelques blancs, quelques whites, quelques blancos », constatant par lui-même que les artisans auvergnats, savoyards, normands ou bretons ont depuis longtemps déserté les marchés de la grande couronne parisienne pour faire place à des commerçants dont les accents flirtent bon Bamako, Dakar ou Conakry, mais plus trop Marseille, Annecy ou même le titi parisien. Qu'on se rassure, les caméras et le maire sont partis, le marché d'Ivry est resté le même et il n'y a pas plus de blancs, de white ou de blancos. Mais dans la réalité, Manuel Valls est à l'opposé de cette image réac, droitière, voire Jean-Marie Le Peniste, que cette sortie pouvait le laisser supposer. Manuel Carlos Valls Galfetti est né en 1962 à Barcelone, dont il est toujours un fidèle supporter de l'équipe de foot. C'est d'ailleurs un cousin de son père qui en a composé l'hymne officiel. Il est naturalisé à 19 ans en 1982, alors qu'il milite déjà au PS depuis 2 ans pour soutenir Michel Rocard. Fidèle à sa devise « un Rocard sinon rien », Manuel grimpe tous les échelons de la vie politique socialiste et finit quand même ministre de l'Intérieur sous le gouvernement Ayrault. Alors qu'il s'était posé d'abord en candidat à la primaire socialiste, où il s'est ramassé à 6%, puis en chargé de com de François Hollande. On relativisera d'ailleurs sa cote de popularité actuelle qui serait de 58% à l'aune de ces 6% de militants socialistes qui lui faisaient confiance en 2012. Il est des instituts de sondage comme des filles de joie, le payeur en a pour son argent. De son tour, place Beauvau, on retiendra 2 courbes franchement en hausse, celle de la délinquance et celle des naturalisations. Atteinte à la personne, atteinte aux biens, vol et cambriolage explosent. Mais Valls a 2 priorités. Mater les opposants au mariage entre avertis et naturaliser à tour de bras. En 2013, le nombre record de 35 000 est atteint, soit une augmentation de plus de 50% par rapport à 2012. Véritable pompe aspirante, ces perspectives de naturalisation que Valls déclare vouloir porter à 110 000 par an accentuent la pression migratoire sur la métropole, avec plus de 400 000 clandestins selon des chiffres officiels, renforcés chaque année par quelques 20 000 entrées supplémentaires, toujours selon les chiffres des estimations officielles et donc les plus basses. Manuel Valls aime les naturalisations, il aime faire des Français avec des bouts de papier. Manuel Valls fait des Français comme M. Jourdain faisait de la prose, sans le savoir. Les naturalisations massives générées par Manuel Valls sont l'illustration de sa volonté manifeste de remplacer le peuple français, qui vote décidément trop mal, par une immigration de peuplement, de substitution, censée être éternellement reconnaissante aux édiles PS de lui avoir accordé ce bout de papier. Qu'ils ruinent leur pays d'origine, mutilent leur identité et les réduisent à être les nouveaux prolétaires d'un immense marché mondialisé, c'est le prix jugé supportable par ces grands seigneurs.
On peut imaginer que la folie naturalisatrice de Valls, ministre de l'Intérieur, va enfler avec Valls, Premier ministre, et qu'au Dieu ne plaise, il devienne président. Alors là... Le seul problème avec cette brillante théorie, c'est qu'elle ne résiste pas à la réalité. S'il est désormais avéré que c'est le vote musulman associé au rejet de la personnalité de Nicolas Sarkozy qui a fait l'élection de François Hollande en mai 2012, il est tout aussi évident que la haine personnelle de Manuel Valls à l'égard de l'humoriste Dieudonné, dont la seule faute aura été de savoir faire la différence entre antisionisme et antisémitisme, ce que n'osent plus faire la plupart des politiciens français par peur du CRIF, a définitivement écarté du PS un nombre considérable de jeunes Français issus de l'immigration, français de par le droit du sol ou naturalisés. L'épisode délirant du pseudo-salut nazi inversé, la fameuse quenelle, a montré que face à un certain lobby, le bon nègre, le bon arabe, qu'il soit ouvrier à la chaîne chez Renault, épicier, balayeur, joueur de foot international ou humoriste aux vidéos vues des millions de fois, devait rester à sa place, se taire et servir le système. Il n'est pas sûr que le jeu en vaille encore la chandelle pour la grande majorité de ces jeunes. Alors attention aux mauvais génies qui pourraient bondir des urnes. La situation continue de se dégrader en Ukraine où l'on voit s'installer un paradoxe qui veut que les régions qui refusent la légitimité du pouvoir factieux de Kiev voient peu à peu l'ordre et la loi revenir alors que les régions soumises au pouvoir de Kiev sombrent dans l'anarchie et sont livrées au bon vouloir de bandes armées dont on ne sait plus si elles sont mafieuses ou politiques. Ainsi, dans la région de Tchernigov, au nord du pays, des miliciens armés, se réclamant de Maïdan, ont volé 43 camions à la société Kamaz, constructeur automobile russe. Malgré la plainte déposée auprès des organes de sécurité ukrainiens, non seulement les véhicules d'une valeur de plus de 2 millions d'euros n'ont pas été restitués, mais 150 autres camions stockés sur le site sont en passe d'être saisis. Vol ou expropriation, tout dépend de l'auteur du coup de force, mais on voit bien à travers cet exemple qui en illustre des centaines d'autres que le pouvoir est aux mains de factieux, voire de mafieux, dans les zones soumises à Kiev. À l'est, au contraire, les villes de Donetsk, Slaviansk et Lugansk voient des citoyens prendre les armes et occuper les bâtiments officiels pour réclamer le retour de l'état de droit et la tenue de référendums pour organiser l'Ukraine en état fédéral, ou si leurs droits ne sont pas garantis, leur rattachement à la Russie, comme la Crimée. Ils agissent avec le soutien de la population et des forces locales de sécurité puisque la police anti-émeute a refusé de les déloger en leur apportant leur soutien. Le commandant de l'unité a aussi déclaré, je cite, « Nous ne voulons pas obéir à Kiev parce que nous ne comprenons pas qui est légitime ». Envoyé à l'assaut à la place des policiers ayant fait défaut, le groupe Alpha, unité antiterroriste des forces spéciales ukrainiennes, a quant à lui refusé de donner l'assaut. Je cite, « Nous allons travailler exclusivement dans le cadre légal. Nos divisions ont été créées pour la libération des otages et la lutte contre le terrorisme. » En clair, pas pour tirer sur des citoyens ukrainiens manifestant pour leurs droits. Le double poids, double mesure, qui est la règle des instances européennes, ne tiendra pas longtemps, notamment aux yeux de leurs propres opinions publiques occidentales. Difficile de faire passer d'un côté les néo-nazis en armes de la place Maïdan, prenant par la force de pouvoir pour destituer un président démocratiquement élu, pour des combattants de la liberté, alors que dans le même temps, on refuse de reconnaître à la population des régions de l'Est le droit à un référendum pour que la majorité puisse librement et démocratiquement décider de son destin. Le trouble jeu de l'OTAN, qui tente artificiellement de faire monter la pression en accusant la Russie, ne facilite pas le retour au calme. Pratiquant la désinformation systématique à l'égard de la Russie, l'OTAN tente par tous les moyens de contrer le plan de la diplomatie russe qui propose la fédéralisation de l'Ukraine. Ainsi, l'OTAN a demandé à la Russie de retirer ses troupes de la frontière ukrainienne en donnant à la presse occidentale des photos de concentration de chars et d'avions censés démontrer les volontés belliqueuses de la Russie. Les photos ne sont pas trafiquées. Elles datent juste de l'année dernière. Elles ont été prises en août 2013 lors d'un exercice dans la région militaire sud. Depuis, les troupes ont regagné leur base. Aucun média occidental n'a bien sûr publié la réponse russe. Il est en effet évident que la fédéralisation de l'Ukraine entraverait toute volonté d'installation de l'OTAN en Ukraine. Les régions autonomes voteraient contre. L'OTAN ne peut s'installer en Ukraine que si le pouvoir est central, à Kiev, aux mains de ses affidés. Or, Kiev ne contrôle plus rien.
Elle ne contrôle plus les forces légales, militaires ou policières, qui font défection et refusent d'intervenir contre des citoyens qui demandent un référendum. Le manque de personnel est d'ailleurs si flagrant que l'Ukraine ne peut pas, par exemple, récupérer les navires et les avions qui se trouvent en Crimée, alors que le président Poutine a demandé leur restitution. Il n'y a en effet plus assez d'équipages ou de pilotes pour les convoyer, les militaires ukrainiens s'étant massivement engagés dans l'armée russe. Elle ne contrôle plus les milices ultranationalistes qui veulent pousser à la guerre civile pour mieux se tailler un fief à l'ouest, rêvant d'une indépendance que jamais l'Union européenne ne tolérera à ses portes. La mobilisation générale de toutes ces structures décrétée par son leader, Larok, n'augure du reste rien de bon pour le pouvoir de Kiev. Elle ne contrôle pas non plus les mercenaires d'Académie, le nouveau nom de la société Blackwater ou de Greystone, employés par les oligarques ukrainiens à leur service exclusif. Les services occidentaux estiment leur nombre à 1800, entièrement équipés selon les normes ukrainiennes pour mieux se dissimuler. Sans scrupules, sans le moindre lien avec la population ukrainienne, ils n'hésiteront pas à se comporter vis-à-vis des civils comme ils l'ont déjà fait en Afghanistan, en Irak ou en Libye. Le pouvoir installé par la force à Kiev est un pouvoir sans légitimité populaire, sans autre programme que de nier à sa population russophone le moindre droit. On se souvient des appels délirants de Tymoshenko appelant à massacrer les russophones de l'Est. Le pouvoir de Kiev n'a pour seule existence légale que le soutien accordé par l'Union européenne dans la mesure où il remplit son rôle, empêcher l'Ukraine de revenir dans sa sphère naturelle d'influence en restant un partenaire de la CEI, un pont entre l'Europe et la Russie. La Russie qui s'est toujours défendue d'être à l'origine des troubles et qui ne veut pas de la disparition de l'Ukraine en tant que pays souverain et indépendant. Mais la Russie qui a aussi toujours revendiqué son droit et son devoir à défendre les russophones d'Ukraine d'éventuelles persécutions. Les violences commises ce dimanche par des unités non identifiées contre les manifestants russophones de Slaviansk pourraient accélérer une nécessaire pacification russe. Pour comprendre la crise ukrainienne, il faut notamment comprendre la problématique du gaz russe pour les élites occidentales. Oui, l'Europe est dépendante du gaz russe puisqu'elle importe chaque année 27% de sa consommation de gaz de Russie. En 2013, les importations de gaz depuis la Russie, dont 70% transitent par l'Ukraine, ont augmenté de façon significative, passant en un an de 23% à 27%. Le voisin russe est la première source d'approvisionnement, loin devant l'Algérie et le Qatar. Il est vrai que la France est moins exposée que l'Europe de l'Est et que l'Allemagne, avec seulement 10% de son approvisionnement en provenance de Russie. En effet, l'Hexagone tourne plutôt au gaz norvégien et algérien. Gaz algérien qu'elle paye d'ailleurs très cher en raison des contrats passés après la guerre d'Algérie et qui lui sont très peu favorables. Les experts les plus pondérés estiment qu'à l'horizon 2020, la Russie représentera 30% des importations européennes en raison notamment de la croissance de ses réserves prouvées, de ses capacités de production et des infrastructures de transport. Cette dépendance de l'Europe n'est que technique, puisque jamais la Russie ne s'est servie du gaz comme arme politique ou stratégique. Elle a toujours respecté ses engagements et ses livraisons, quand bien même l'attitude de ses partenaires européens n'était pas très digne. Elle n'a jamais profité de sa position dominante pour augmenter ses prix, qui restent parmi les plus bas du marché, notamment en comparaison avec le marché asiatique. Le problème est donc à la fois local, en Ukraine, et international, au travers des ambitions exportatrices des USA. Sur le plan local, tout d'abord, l'Ukraine est un mauvais payeur. Et rappelons-le, 70% du gaz russe pour l'Europe transite par l'Ukraine. C'est la combinaison de ces deux faits qui permet à l'Ukraine d'avoir une ardoise de 16 milliards de dollars, soit 10% de son PIB, vis-à-vis de la Russie pour des factures impayées. Si les gazoducs alimentant l'Europe ne passaient pas par l'Ukraine, il y a longtemps que le gaz aurait été coupé en Ukraine. Mais la Russie, au détriment de ses propres intérêts, n'a jamais voulu pénaliser ses clients européens. Une délicatesse qui n'a pas effleuré l'Ukraine qui, plusieurs fois, a coupé l'approvisionnement européen pour faire plier Moscou. Un accord survenu en 2009 a mis fin temporairement à cette période d'instabilité. Un accord conclu en fixant le prix des 1000 m3 à 485 $. Fin 2013, pour venir en aide à la population ukrainienne, la Russie et Gazprom acceptent de baisser le prix des 1000 m3 à 268 $, un prix jamais consenti à aucun autre pays. Mieux encore, la Russie accorde un prêt de 3 milliards de dollars pour que l'Ukraine paye ses factures arriérées. 4 mois plus tard, non seulement l'Ukraine n'a pas payé ses factures en attente, mais ne rembourse pas non plus l'emprunt.
La Russie a donc décidé de revenir au prix normal du contrat de 2009 et exige désormais, comme le lui permet ce contrat, un paiement à la commande. Dans le même temps, la Russie poursuit sa construction de gazoducs en Europe pour contourner l'Ukraine et garantir ses livraisons aux pays européens. Nord Stream à travers la Baltique pour arriver directement en Allemagne, South Stream par la mer Noire, la Bulgarie, la Serbie, la Grèce et la Hongrie pour déboucher soit en Italie, soit en Autriche. Vladimir Poutine a écrit une lettre non rendue publique à ses homologues européens dans laquelle il les enjoint de faire le nécessaire puisqu'ils reconnaissent le pouvoir factieux de Kiev comme étant légitime. Il est en effet paradoxal de voir les chancelleries européennes ne rien faire pour soutenir l'Ukraine, ne lui accordant pas un seul dollar ou euro, tandis que la Russie, qui ne reconnaît pas le pouvoir en place, apporte toujours son aide à la population. Il est plus que temps que l'Union européenne se réveille, car l'Ukraine a déjà cessé de pomper le gaz dans ses réservoirs souterrains qui assurent justement l'approvisionnement en gaz des consommateurs européens en période hivernale. Sur le plan international ensuite, la production de pétrole et de gaz aux États-Unis n'est pas rentable compte tenu des prix du marché en période de stabilité. Mais en période de stabilité seulement. Quand les circuits de production et d'alimentation sont perturbés par des conflits, les prix augmentent et permettent de couvrir les coûts d'exploitation américains. Pour le pétrole, c'est simple, les solutions trouvées pour faire monter les prix sont la guerre en Irak, en Libye, en Syrie, en Afghanistan et la politique de tension permanente vis-à-vis de l'Iran et du Venezuela. Pour le gaz de schiste, le nœud gordien, c'est l'Ukraine. En installant un gouvernement de factieux à Kiev, dans un État déjà peu réputé pour sa probité à l'égard de la Russie, les USA ont fait monter les tensions ethniques et séparatistes pour contraindre la Russie à intervenir et à prendre parti. Bien que respectant les règles de droit international et la volonté des peuples, bien que ne déplaçant pas un seul blindé au-delà de sa frontière, la Russie est devenue l'agresseur, l'ours sadique qui mange les petits Ukrainiens et assassine les amis de Laurent Fabius et de BHL. Les médias occidentaux, plus efficaces qu'une division de blindés, se lancent alors à l'assaut et martèlent, à l'appui des déclarations des politiciens européens corrompus, on ne peut pas faire de commerce avec la Russie qui ne respecte pas les droits de l'homme. Une antienne répétée, martelée matin, midi et soir à la télévision, à la radio et imprimée à longueur de colonne de la presse écrite. Il ne faut donc plus acheter le gaz russe, entre autres, la solution est donc le gaz de schiste américain. Peu importe que celui-ci soit exploité dans des conditions dévastatrices pour l'écologie à cause de la fracturation hydraulique et pour les populations américaines qui vivent au-dessus des gisements. Peu importe qu'il soit vendu aux Européens plus cher que le gaz russe. Peu importe que la production américaine soit incapable de couvrir les besoins de la consommation européenne. La solution est là, les droits de l'homme sont à ce prix. Quelles sont les conséquences de cette position irrationnelle, mais sans doute ô combien lucrative, pour les pseudo-élites européennes ? Vladimir Poutine se rendra en mai à Pékin avec les représentants de grands conglomérats industriels tels que Gazprom, Rosneft, Novatek et Rusal pour la signature de contrats énergétiques portant non seulement sur la fourniture de gaz par oléoduc terrestre, de pétrole par mer, mais également sur l'exploitation de gisements à Sakhaline et en Sibérie orientale. Conjointement à ces contrats sera étudiée la coopération russo-chinoise dans l'industrie houillère, en particulier sur l'exploitation conjointe de gisements de houille, sur les travaux de sous-traitance, les livraisons d'équipements, la construction de centrales électriques à proximité des mines de charbon et la possibilité de fourniture supplémentaire d'électricité à la Chine via des lignes à haute tension. La Russie et la Chine ont également convenu d'accélérer la construction d'une raffinerie et d'une usine pétrochimique à Tianjin. Le message est clair, la Chine a les moyens et les besoins de s'offrir la quasi-totalité de la production énergétique russe actuelle. Pourquoi la Russie continuerait-elle à fournir en gaz des pays qui lui crachent systématiquement dans la main qu'elle leur tend ? Nos civilisations, notre histoire, notre race ont beau être européennes, si la Russie doit tourner le dos à ses cousins pendant 25 ans, le temps qu'ils retrouvent leurs esprits et leur indépendance, elle le fera. Pour entretenir l'amitié, il faut être deux. Sur ce plan-là, au moins c'est vrai, la Russie seule ne peut rien faire. Alors quand les foyers européens claqueront des dents dans des appartements à 3 ou 4 degrés, pendant que les salons dorés des élus de la République se chaufferont à 23 degrés grâce au gaz de schiste américain, on peut être sûr que les médias expliqueront doctement que la préservation des droits de l'homme était à ce prix.
Les multinationales américaines se remplissent les poches, les élus européens touchent leurs commissions, les citoyens américains crèvent de la pollution, les Européens de froid. Mais les droits de l'homme sont respectés. Les droits de qui, ça au final, on ne le sait toujours pas. Mais les habitants de Crimée et de Russie, eux, se chauffent et vivent normalement. Les couillons, comptez-vous. S'ils le désiraient véritablement, les États-Unis pourraient rapidement trouver une voie vers la paix en Syrie. La solution la plus simple prônée depuis le début du conflit serait de simplement faire cesser la violence en arrêtant l'afflux des armes. Or, certains intérêts supérieurs que l'on retrouve dans les couloirs de Washington, de Tel Aviv, Paris, Ankara et des capitales des pays du Golfe Persique semblent avoir décidé du contraire. Fidèles à leur méthode de cow-boy, les autorités américaines mettent en place des situations qui font en sorte que la diplomatie ne puisse plus opérer. Washington et ses alliés sont ainsi prêts à prolonger une guerre civile sanglante qui ravage depuis 3 ans le peuple syrien en acceptant le sacrifice de centaines de milliers de personnes juste pour assouvir son objectif qui vise à renverser Bachar al-Assad et son gouvernement. Tandis que Moscou, fidèle à sa tradition, souhaite la reprise du dialogue à Genève entre toutes les parties, Washington se prépare donc à intensifier son soutien militaire aux rebelles sur fond d'informations annonçant un regain de leur activité. Pourtant, s'il existe un accroissement d'opérations militaires en Syrie, on le doit principalement à l'armée nationale qui conquiert l'un après l'autre les derniers fiefs occupés par les terroristes armés dont les factions se font même la guerre entre elles. Les autorités américaines ont déclaré préparer un plan d'intensification du soutien militaire apporté aux rebelles syriens en prévoyant des missions d'entraînement ainsi que des livraisons plus importantes d'armes aux rebelles basés en Jordanie, près de la frontière avec la Syrie et dont le roi est en ce moment en visite officielle à Moscou. Moscou, qui regrette une fois de plus l'exploitation à outrance du dossier ukrainien qui permet ainsi aux États-Unis la mise en place de sanctions diverses mais surtout de rompre à peu de frais leurs engagements dans la plupart des dossiers internationaux, notamment en Syrie où les parties s'étaient engagées à ne pas livrer d'armement, se contentant d'équipements divers comme du matériel de communication et médical. Faisant fi encore une fois des décisions internationales et du Conseil de sécurité de l'ONU, l'axe Washington-Paris-Tel Aviv-Ankara peut enfin agir au grand jour en officialisant son soutien qui était de plus en plus difficile à dissimuler derrière les seules pétromonarchies qui assuraient l'équipement et la formation des milices armées. Comme en atteste une vidéo mise en ligne par des groupes rebelles dits modérés, c'est-à-dire encore sous contrôle de l'OTAN, stationnés en Jordanie et malgré les dénégations du Pentagone, le plan prévoirait la livraison via l'Arabie Saoudite de missiles sol-air portables et surtout de lance-roquettes anti-chars TOW d'une portée de 4 km capables de détruire des fortifications. Un armement des plus conséquents qui pourrait certes changer le rapport de force, mais qui, pour de nombreux experts, pourrait également représenter une menace potentielle contre les intérêts américains ou leurs alliés. Car sur le terrain syrien, les armes changent facilement de propriétaire, au gré des intérêts ou des victoires d'une faction sur l'autre, mais aussi au gré de la fidélité toute relative de certains groupes lorsque l'on sait que près de 70% des combattants sont des djihadistes ou des islamistes durs. Depuis le début de ce conflit armé, Moscou insiste sur la nécessité de poursuivre la recherche d'un règlement politico-diplomatique. La Russie n'a cessé d'appeler les belligérants à faire taire les armes et réitère son appel à l'opposition syrienne, y compris la coalition nationale, à se désolidariser résolument des extrémistes et des bandits qui tuent des civils et apportent malheur et souffrance au peuple en Syrie. À moins d'être complices, les politiques ne doivent pas servir de caution aux terroristes et à ceux qui se tiennent derrière pour dissimuler leurs projets de destruction de la Syrie. Il est complètement hypocrite de la part des États-Unis de faire porter le fardeau de la violence sur les seules épaules du gouvernement syrien après avoir déversé tant d'armes, d'argent et de logistique militaire pour prolonger la guerre civile en cours. Grâce à leurs efforts et à ceux de leurs mandataires, pétromonarchie et Union européenne, ils ont transformé ce conflit en une impasse sanglante qui a, au final, permis le renforcement politique et militaire d'Al-Qaïda. Comme le déclarait le directeur du service fédéral de sécurité, Alexandre Bortnikov, je cite, « Malgré une certaine baisse d'activité du noyau, des groupes terroristes affiliés agissent de façon autonome et agressive, de sorte que le conflit armé en Syrie a éveillé les forces destructrices dans l'ensemble du Proche-Orient. » Et d'ajouter que de nouveaux adeptes de l'islam radical, venus d'Europe, d'Asie centrale, de Transcaucasie et de Russie, complétaient les rangs de la clandestinité terroriste en Syrie.
Après avoir accusé successivement la Libye, l'Irak et l'Afghanistan, c'est dorénavant au tour des États-Unis et de leurs alliés de devenir les nations qui arment et soutiennent le terrorisme international. Bossuet écrivait que Dieu se riait des hommes qui déploraient les effets dont il chérissait les causes. Il faut croire que Dieu a en effet un certain sens de l'humour concernant les hommes comme des nations qui verront certainement un jour les effets de leur politique se retourner contre elles. Malgré les nombreuses et violentes manifestations d'opposition dans les grandes villes qui ont rassemblé des millions de personnes, malgré les scandales de corruption à répétition à la tête de l'État, malgré un surendettement généralisé et l'opposition à l'implication dans la guerre civile en Syrie, le parti du Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan vient de remporter avec une nette avance les élections municipales. Un test de popularité d'autant plus réussi qu'inattendu pour ce grand démocrate qui n'a de cesse depuis son accession au pouvoir de mener une politique répressive et belliqueuse contre l'opposition. De l'avis des experts, cette victoire va redonner confiance à M. Erdogan qui, sitôt les résultats connus, a promis d'en faire payer le prix à ses adversaires. La première mesure que compte d'ailleurs prendre son gouvernement ne sera ni sociale ni économique, mais consistera à renforcer les services de renseignement au profit de l'appareil d'État. Le nouveau projet permet en effet un accès complet à toutes les données privées et les opérations bancaires en violation de l'article 20 de la Constitution turque qui protège la vie privée des citoyens. L'accès à ce type d'informations n'est légalement autorisé que lorsque la sécurité est en jeu. Une dérive sécuritaire sévèrement contestée qui risquerait, selon les opposants, de détourner ces services de leur mission d'origine en les détachant de l'appareil judiciaire et en les munissant d'un pouvoir presque absolu, et de contourner ainsi la séparation des pouvoirs. Un programme commun que l'on retrouve étrangement dans la plupart des pays membres de l'OTAN, celui de la surveillance accrue des populations et la réduction pour ces derniers des moyens de contrôle démocratique. L'interdiction d'émettre de YouTube et Twitter pour avoir servi de plateforme de diffusion à des enregistrements confidentiels prouvant l'implication directe de ministres et de l'entourage familial du Premier ministre dans des scandales de corruption ou d'opérations de déstabilisation de la Syrie n'incite guère à l'optimisme. Notamment des comptes rendus de conversations téléphoniques piratées où le chef du gouvernement conseille à son fils de se débarrasser rapidement de plusieurs dizaines de millions d'euros quelques heures après le premier coup de filet policier. Bien que le tribunal constitutionnel d'Ankara ait ordonné la levée de l'interdiction, la jugeant contraire à la liberté d'expression, Tayyip Erdogan a déclaré qu'il passerait outre la décision de justice et menace aujourd'hui les réseaux sociaux de contrôles fiscaux pour évasion fiscale. La concentration des pouvoirs semble être devenue une obsession du régime d'Erdogan. Sa fonction de Premier ministre cumule dorénavant celle de maire de la capitale, de ministre de la Justice et de procureur du ministère public. Il est donc compréhensible qu'il veuille aussi devenir le chef des services secrets, dont le travail ne pourrait peut-être plus être remis en cause devant les tribunaux. C'est pas mal pour une démocratie. Il est vrai que les affrontements violents pendant les élections n'ont causé la mort que de seulement 8 personnes. M. Erdogan, activement soutenu par les États-Unis, autre exemple de démocratie, a reçu les chaudes félicitations de Washington comme de Tel Aviv. Qui s'en étonnerait ? En Turquie, comme ailleurs, un vaste réseau mafieux semble avoir pris les rênes de l'État et maintient sa population dans l'illusion démocratique et le mirage économique grâce à l'endettement. Avant l'arrivée au pouvoir de M. Erdogan, la dette turque était de 300 milliards de dollars. Aujourd'hui, elle est pratiquement à 1200 milliards de dollars. La prospérité économique de la Turquie n'est qu'un leurre. Si ses exportations s'élèvent à 100 milliards, ses importations sont de 200 milliards de dollars. Et pour masquer le déficit, l'État emprunte encore et encore, payant entre 50 et 60 milliards d'intérêts par an. Avant que l'AKP n'arrive au pouvoir, le pays était un grand producteur agricole, mais les accords passés avec l'Europe et accélérés par Erdogan ont tué l'agriculture et l'élevage turc. De plus, l'alignement du pays sur la politique étrangère de Washington dans le dossier syrien et surtout 3 ans d'échecs et d'enlisement malgré son soutien direct aux terroristes et son rapprochement avec Israël, mis à part quelques prises de bec médiatiques, isole progressivement le gouvernement turc. Ce sont tellement de points communs qu'Ankara partage avec Paris. La seule différence notable est que le parti de M. Erdogan, lui, a remporté les élections municipales. Il a peut-être plus de talent pour mentir à son peuple.
Cette semaine, la communauté ivoirienne commémore à son tour un tragique anniversaire, celui du 11 avril 2011 qui vit la violation de sa souveraineté par la France, l'achèvement d'un long processus de coup d'État international, l'arrestation et la déportation du président Laurent Gbagbo. Cela va donc faire 3 ans qu'à l'issue d'un coup de force organisé et encadré par la France de Nicolas Sarkozy, le président Laurent Gbagbo aura été arrêté, puis détenu dans des conditions d'humiliation et de mauvais traitements pendant plusieurs mois, avant d'être déporté à la Cour pénale internationale. Petit rappel historique. Élu au premier tour des élections présidentielles en 2000, le président Laurent Gbagbo a dû faire face, 2 ans à peine après sa prise de fonction, à une tentative de coup d'État qui s'est muée en une rébellion armée, coupant le pays en 2 parties. Sur le point d'être défaits, ces rebelles vont être alors protégés par Paris, qui organisera leur montée en puissance en les équipant et en ayant recours à des mercenaires africains et européens, comme le révèle un document Wikileaks disponible sur le net. Il est vrai que le gouvernement de Laurent Gbagbo souhaitait libérer l'économie ivoirienne de la domination française et ouvrir certains marchés à d'autres partenaires, notamment celui du cacao qui demeure la principale culture d'exportation du pays. La France de Jacques Chirac a perçu ce signal d'ouverture comme une menace pour ses intérêts. La même méthode, pour les mêmes raisons, s'appliquera d'ailleurs avec le même succès en République centrafricaine. Afin d'éviter la scission du pays, le président Gbagbo accepte de former en 2003 un gouvernement de réconciliation nationale avec les forces rebelles et les partis politiques qui les soutiennent. Il négocie et obtient en juillet 2007 un accord politique avec la rébellion qui l'associe pleinement à la gestion du pouvoir d'État en nommant son chef Guillaume Soro Premier ministre. Cela dans l'optique d'aboutir à des élections transparentes, gage d'une sortie démocratique de la crise. Mais le candidat Laurent Gbagbo est de nouveau élu président de la République avec 51,45% des voix. Alors, contre toute attente, Nicolas Sarkozy, président de la République française et accessoirement ami intime d'Alassane Dramane Ouattara, conteste la décision du Conseil constitutionnel. En violation de la souveraineté de la Côte d'Ivoire et après avoir arraché un mandat de l'ONU, comme en Libye, il soutient le coup d'État sanglant contre le pouvoir légal et légitime du président Laurent Gbagbo en imposant son ami Alassane Ouattara. 3 ans après, le régime de Ouattara affiche son incapacité à réconcilier les Ivoiriens. Au contraire, depuis ce 11 avril 2011 et jusqu'à ce jour, des proches, des sympathisants du président Laurent Gbagbo, des militants du Front populaire ivoirien en particulier et des Ivoiriens en général, sont dépossédés de leurs biens, pourchassés, pillés, persécutés, arrêtés, détenus sans jugement, torturés, violés, tués ou contraints à l'exil. Voici 3 ans que des milliers d'Ivoiriens ont perdu arbitrairement leur emploi par la mise en œuvre de la politique dite de rattrapage ethnique. 3 ans que des maisons et des sites privés sont occupés illégalement par des rebelles. 3 ans que l'économie ivoirienne ne subsiste que grâce aux fonds du FMI. Voici 3 ans que le président Laurent Gbagbo, auteur du célèbre slogan « Asseyons-nous et discutons » et qui est à l'origine du multipartisme en Côte d'Ivoire, a été renversé et déporté le 29 novembre 2011 à la CPI où il est arbitrairement détenu et où vient de le rejoindre Charles Blé Goudé, accusé tout comme lui des mêmes crimes contre l'humanité, viols, persécutions et autres actes inhumains. Tribun hors pair, Blé Goudé n'a jamais tenu une arme, mais il a toujours su mobiliser et galvaniser la résistance face aux attaques des rebelles nordistes et à l'intervention militaire française. Il a été également un acteur central du processus de paix initié par le président Gbagbo en direction des forces rebelles malgré leurs crimes en prônant la réconciliation nationale dans l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent, ni les juges ivoiriens ni les juges du TPI ne parviennent visiblement à confirmer les charges, à tel point que le président Gbagbo pourrait très prochainement profiter d'une liberté conditionnelle et résider en Belgique le temps de son procès. Pendant cette période de trouble post-électoral, les pro-Ouattara se sont également rendus coupables d'exactions. Et là, les témoignages, les preuves et les cadavres ne manquent pas. Formant un véritable pouvoir politico-mafieux, des chefs de guerre, aujourd'hui au plus haut poste des forces de sécurité, ou ayant pris le pouvoir des principaux secteurs économiques et politiques, seraient visés par la CPI. Étrangement, aucune enquête n'a encore été diligentée contre ceux qui continuent leur entreprise de pillage systématique de la Côte d'Ivoire. Entre l'emprisonnement continuel des partisans de Laurent Gbagbo, l'insécurité permanente, le gangstérisme au sommet de l'État, la préférence étrangère et la paupérisation des couches sociales, Ouattara démontre bien qu'il fait partie de cette mafia mondiale, cette même oligarchie qui entend dominer les peuples et s'accaparer les richesses. Laurent Gbagbo libre, l'ancien cadre du FMI Ouattara sait d'avance que le jugement des urnes se retournera contre lui, car il n'a aucun lien fusionnel avec le peuple ivoirien.
Selon un proverbe ivoirien, ce qui se dit sur le cadavre du lion ne peut être dit devant lui vivant. Alassane Ouattara a cru pouvoir porter la peau du lion Gbagbo avant de l'avoir tué. Mais c'est au peuple ivoirien de décider dorénavant de son avenir, s'il le peut encore. Ainsi s'achève notre édition. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain puisque votre soutien financier nous permet de tenir et de diffuser nos émissions. Et n'oubliez pas que l'heure la plus sombre précède toujours l'aurore.